Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le troisième cours qui est la séquence 3 sous l'intitulé de la richesse des nations selon Adam Smith. Comme vous le savez, nous avons déjà publié deux cours. Un premier cours introductif dont nous avons vu le contenu de la matière, le déroulement du cours, les composantes du cours, puis le déroulement de l'examen. Dans le deuxième cours, nous avons vu l'étymologie de l'économie, les définitions ou plusieurs définitions d'économie. Ensuite, nous avons vu les grands axes de l'économie, puis les types d'économie. Dans ce cours-là, nous allons voir la richesse des nations et qui c'est Adam Smith. Voici la présentation de la matière. Donc, c'est toujours le semestre 1 dans la même faculté. C'est la séquence 3 sur 15 séquences. Et voici le code de la ressource qui va accompagner notre matière. Je passe maintenant au plan du cours. Nous allons voir une introduction en premier lieu. Cette introduction est sous forme d'un extrait du livre d'Adam Smith. Nous allons voir une petite biographie d'Adam Smith. En troisième lieu, nous allons voir c'est quoi la richesse des nations, puis la main invisible. Nous allons voir un exemple du livre d'Adam Smith, puis un autre exemple de la main invisible. Nous allons définir par la suite le mercantilisme, puis voir la division du travail selon Adam Smith. Nous allons définir le marché, ensuite la monnaie, puis le salaire, et en dernier, la rémunération. Pourquoi la définition de ces notions? Parce qu'on va les voir dans le travail d'Adam Smith. Je vais commencer tout d'abord par l'introduction qui est sous forme d'un extrait du livre Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, publié en 1776 par Adam Smith. Je vais essayer de parler tout doucement et puis traduire quelques notions en langue arabe. L'économie politique, considérée comme une richesse, comme une branche des connaissances du législateur, el-Musharri', et de l'homme d'État, se propose deux objets distincts. Le premier de procurer au peuple un revenu ou une subsistance abondante, ou pour mieux dire de le mettre en état de se procurer lui-même ce revenu et cette subsistance abondante. Le second, de fournir à l'État ou à la communauté un revenu suffisant pour le service public. Elle se propose d'enrichir à la fois le peuple et le souverain. Nous remarquons que dans cet extrait, Adam Smith est en train de définir l'économie politique et aussi de nous dire les objectifs de cette dernière. Donc, parmi ces objectifs, ou plutôt ces deux objectifs, sont premièrement procurer au peuple un revenu, ensuite fournir à l'État un revenu suffisant pour le service public. Alors, l'économie politique, selon Adam Smith, est faite pour le peuple et le souverain. Quand on dit le souverain, on parle de l'État en général. Qui c'est Adam Smith? C'est un économiste ou plutôt le père de l'économie. Il est considéré comme le père de la pensée libérale, at-Tayyar al-Libérali, mais aussi comme le père de l'économie, Ab al-Iqtisad. Dans son ouvrage La richesse des nations, il expose son analyse sur l'origine de la prospérité récente de certains pays comme l'Angleterre, les Pays-Bas. Il développe des théories économiques sur la division du travail, le marché, la monnaie, la nature de la richesse, le prix des marchandises en travail et le salaire. Donc, les mots soulignés ici, division du travail, marché, monnaie et salaire, ce sont les mots-clés qu'on va définir par la suite.
Qu'est-ce que la richesse des nations? C'est le plus célèbre ouvrage d'Adam Smith, publié en 1776. C'est le premier livre moderne d'économie. La main invisible, بمعنى اليد الخفية. Selon Adam Smith, la main invisible est un phénomène naturel qui guide les marchés grâce au mécanisme de mise en concurrence pour la possession de ressources rares. بمعنى اليد الخفية هي عبارة عن ظاهرة طبيعية. Donc ici, on parle de la concurrence بمعنى المنافسة et on parle de ressources rares qui vient de la rareté بمعنى الندرة والموارد أو النادرة. Smith soutient que les individus essayent de maximiser leur propre bien-être et ce faisant participant au bien de la société tout entière. En cela, ils sont conduits par une main invisible. Comme nous savons tous, l'individu, par sa nature, est égoïste. Il cherche son bien-être avant le bien-être des autres. Et cette main invisible, malgré cet égoïsme, elle est là pour gérer les marchés dans l'économie. Nous allons voir un exemple de la main invisible, bien sûr, selon Adam Smith. Dans son livre, son ouvrage, Adam Smith, il nous donne l'exemple du boucher avec ses clients, où s'instaure une relation gagnant-gagnant. Le but du boucher est de dégager des profits en offrant les meilleurs produits. Les consommateurs souhaitent acheter moins cher et devenir clients chez ce dernier. Donc, dans cet exemple, le boucher essaye de vendre les meilleurs produits pour ses clients. Pas par amour, mais plutôt pour avoir des profits, pour maximiser ses profits. Alors que les consommateurs souhaitent acheter pour devenir clients fidèles et pour être gâtés par le boucher. Et là, il y a une relation gagnant-gagnant. Cette relation entre boucher et individu ou consommateur est gérée par une main invisible. Je vous donne maintenant un exemple contemporain, mu'asir, qui n'est pas un exemple économique, mais plutôt un exemple qui peut nous expliquer qu'il y a toujours une main invisible qui guide les opérations. Donc, dans la société contemporaine, on peut citer l'exemple des automobilistes au rond-point. L'idée selon laquelle une absence quasi totale de réglementation routière. C'est-à-dire on ne trouve pas généralement de policiers. On ne trouve pas, par exemple, de caméras. Réglementation routière serait supérieure à tout point de vue. Pour passer cette place circulaire, les gens roulent plus prudemment et restent attentifs, genre de coopération sociale spontanée qui mène à une circulation fluide fondée sur la seule bonne volonté des automobilistes. Donc, dans le rond-point, les gens veulent passer. Chacun est égoïste, bien sûr, par sa nature. Il veut passer et en même temps, il ne veut pas qu'on touche à sa voiture. Du coup, il doit coopérer avec les autres automobilistes pour passer cette place circulaire. Et là aussi, il y a une main invisible qui gère ces ronds-points. Donc, on voit une fluidité sans qu'il y ait des policiers dans les ronds-points. On va définir maintenant le mercantilisme. Le mercantilisme est une doctrine économique des 16e, 17e et moitié du 18e siècle qui part du postulat que la puissance d'un État est fonction de ses réserves en métaux précieux, or et argent. Donc le mercantilisme en arabe هو عبارة عن مذهب وسمي بمذهب التجاري أو مذهب التجاريين. في هذا المذهب تقدر ثروات الدول بقيمة المعادن النفيسة التي تمتلكها من فضة وذهب. Donc, le mercantilisme prend le développement économique
par l'enrichissement de l'État au moyen du commerce extérieur. Donc, dans cette vision, le mercantilisme fait en sorte l'enrichissement des États. Bien sûr, par le commerce extérieur, quand on dit le commerce extérieur, c'est l'import, export et les échanges commerciaux internationaux. Dans les prochains cours, nous allons aussi définir c'est quoi commerce extérieur, c'est quoi importation et exportation. On passe maintenant à la division du travail selon Smith. L'idée selon laquelle la division technique du travail, c'est la spécialisation de l'ouvrier. Donc, cette spécialisation peut engendrer des gains de productivité qui a été analysé et exposé de manière systématique pour la première fois par Adam Smith. Donc, Adam Smith, dans son ouvrage, c'est le premier qui a parlé de la spécialisation de l'ouvrier par la division technique du travail. Nous allons voir comment est faite cette division du travail et quels sont ses résultats. Smith représente la division du travail comme une conséquence du penchant naturel des hommes à l'échange. Elle est donc naturelle, elle est dans l'ordre des choses qui n'ont pas besoin d'être justifiées pour exister. Selon Adam Smith, les gains de productivité engendrés par la division du travail s'expliquent par trois raisons. On va les voir. Premièrement, nous avons, quand je dis, je reviens, donc quand je dis les trois raisons, on va voir les conséquences de la division du travail et de la spécialisation de l'ouvrier, bien sûr selon Adam Smith. Donc selon lui, nous avons premièrement l'augmentation de l'habilité, de la dextérité de l'ouvrier qui répète des gestes simples. Donc à force de répéter les mêmes gestes simples au quotidien, l'ouvrier devient bien sûr spécialisé et devient plus professionnel et expérimenté. La suppression, deuxièmement, la suppression des pertes de temps lors des changements de tâches. Donc quand l'ouvrier reste dans le même poste ou dans le même atelier, donc à force de ne pas changer de place, il va gagner plus de temps. Donc il y aura la suppression des pertes de temps. Et en dernier, il y a l'invention d'outils par les ouvriers qui connaissent parfaitement la tâche qu'ils doivent exécuter. Alors, à force que l'ouvrier fait la même tâche au quotidien, avec le temps, il cherche à inventer des méthodes qui facilitent la tâche ou plutôt qui lui fait gagner du temps. Donc, ce sont les trois résultats ou les résultantes de la spécialisation du travail selon Adam Smith. On passe maintenant à la définition du marché, as-souq. Le marché, c'est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande, des vendeurs qui offrent et des acheteurs qui demandent. بمعنى هو مكان التقاء العرض والطلب, l'offre et la demande. Quand on dit les vendeurs, اللي هما البائعون, et puis les acheteurs, اللي هما المشترون. Il existe des marchés de biens et de services, puis des marchés de travail, ce sont les marchés de l'emploi. Donc les marchés de biens et de services, هم باللغة العربية أسواق السلع والخدمات. Puis les marchés de travail, ce sont en arabe أسواق العمل أو سوق العمل. Dans les prochains cours, nous allons voir le marché des biens et des services et le marché du travail. Nous allons voir comment fonctionnent ces deux marchés. Nous allons voir l'offre, la demande, le prix, comment se fixe, etc. On passe maintenant à la monnaie. La monnaie est représentée par l'ensemble des moyens de paiement utilisés sur un territoire donné. La monnaie prend actuellement trois formes, les pièces et les billets de banque émis par la Banque centrale, ainsi que les dépôts à vue dans les banques ou autres organismes financiers équivalents. C'est-à-dire, on parle ici de banques commerciales, de trésors,
par exemple de Poste Algérie, etc. La monnaie fait partie du patrimoine d'un pays. C'est quoi le salaire? Le salaire est le paiement du travail convenu entre un employé et son employeur. Quand vous travaillez dans une entreprise, l'entreprise vous donne un salaire qui peut être, par exemple, mensuel. C'est un paiement. Alors, le salaire est aussi une composante de la rémunération. C'est quoi la rémunération? Nous allons la voir maintenant. Dans le passé, la rémunération représentait le salaire. C'est-à-dire, dans le passé, on disait salaire ou rémunération, c'est la même chose. Maintenant, elle représente l'ensemble des avantages offerts par l'employeur qui est l'entreprise à ses employés. Exemple de rémunération, donc la rémunération est composée par exemple de salaire de base, prime, véhicule de service, logement de fonction, etc. Comme vous voyez dans cet exemple, c'est un ensemble d'avantages مجموع حوافز مقدمة من طرف المؤسسة لبينها الراتب. يعني الراتب هو من مكونات la rémunération, je ne trouve pas exactement le mot en arabe. C'est pour ça que je préfère la garder en rémunération parce qu'il y a eu plusieurs traductions, mais moi je préfère la garder dans ma matière en français pour ne pas confondre entre la terminologie en arabe. Donc avec cette définition, nous avons fini notre cours. Le prochain cours, ça sera une séquence sur la grammaire dont nous allons faire du verbe au nom, du nom au verbe, et puis la voix passive et la voix active. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Au revoir.